Adrien Tchoumakou, bonjour. Bonjour Mori Agua, bonjour à toutes et à tous, chers internautes, bonjour. Laurent Roland Tonikès, il est à ma droite. Laurent Roland Tonikès, bonjour. Mori Agua, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Adrien Tchoumakou, bonjour. Bonjour Laurent Tonikès. Laurent, aujourd'hui c'est la journée mondiale du théâtre. Je sais que le théâtre, vous l'aimez bien. Quel est l'état des lieux? C'est vrai que vous n'êtes pas la personne la plus indiquée, mais quand je vous demande l'état des lieux, c'est quelles sont vos remarques à propos du théâtre, alors que quand même le théâtre donnait vie un peu à l'ambiance les week-ends à Cotonou et tout. Depuis quelque temps, c'est silence radio. Est-ce que vous avez cette impression? Malheureusement, le FITEB, je crois, n'existe plus. Du coup, vous comprenez déjà l'état des lieux par rapport au théâtre. Et vous faites bien de dire que j'aime le théâtre. J'ai joué dans des troupes théâtrales, même au collège où j'ai reçu des distinctions. Ah ouais? J'ai participé au festival départementaux sur le plan national. D'accord. Nous avons vu, c'est parce qu'à un moment donné, oui, il fallait peut-être prendre son chemin que nous autres n'avons pas voulu continuer là. Mais nous avons vu la misère, la souffrance de ces acteurs, les acteurs du théâtre au Bénin. C'est assez difficile. Assez difficile en ce sens qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de financement. N'eût été la présence du FITEB à une époque donnée qui permettait de donner de la valeur aux acteurs du théâtre, au fond, ces acteurs sont laissés pour compte. Et donc déjà, depuis que le FITEB n'existe plus dans une certaine mesure, il faut se poser la question de savoir quel est l'avenir du théâtre au Bénin. Nous allons faire un clin d'œil ce matin à un homme, à Lubindine. Nous allons aussi faire un clin d'œil à, comment vous appelez, Ousmane Aledji, mais c'est pas fini, il y a un autre là. Oh là là, qui a l'école de théâtre vert. Oui, c'est à Lubindine, non? Oui, mais il y a un autre. Il y a un autre qui a une école là-bas? Oui, il y a un autre. Assez remarquable. Mais il y a Eric Hector Humpé aussi. Humpé, oui. Bon, on parlera aussi de Latine qui jouait à Technique et à Technique là. Bon, bref. C'est une autre parenthèse. C'est les acteurs. Mais sinon, que l'autre, Ignace Yetienu, il est dans plusieurs registres. Oui. La cinématographie, Tola Koukoui. Je vais parler de Tola Koukoui, qui est une figure incontestable dans le théâtre bénin. On parlera d'Eric Torumpin, on parlera de Fidel Anator, on parlera de Jean-Louis Kemahi, je crois, quelque chose comme ça. Autant de personnes qui font la fierté du théâtre bénin. Il y a la dame Latraoré, j'oublie son prénom qui m'échappe. Il y a Nathalie Yekpe. Vous me faites penser à une certaine Sophie, mais je ne me rappelle plus de son nom. Vous savez de qui je parle? Le souvenir me vient. Mais donc je parle de Nathalie Yekpe, que je maîtrise également aussi. Barthélémy Patinde, qui finalement aujourd'hui est dans l'audiovisuel du côté de l'ORTB, mais qui à un moment donné avait encadré les enfants qu'on appelait les intrépides poètes au Bénin, qui ont fait fureur également. Mais faute d'accompagnement, il a été obligé de laisser les filles. Je crois que l'une des pièces maîtresses de ces filles, la Perpétue Adité, qui est actuellement du côté du Canada, les autres qui sont un peu partout dans la vie active au Bénin. Je crois qu'il faut maintenant vraiment prendre le théâtre béninois au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, ici, on parle de cinéma, on parle d'un certain nombre de secteurs dans d'autres pays qui donnent de la valeur à la culture de ces pays. Il est très important que nous puissions réfléchir. Si le FITEB n'existe plus, quelle est la panacée? Qu'est-ce que nous proposons? Le FITEB a été remplacé par le Centre national de théâtre. Oui, mais depuis 2021. Oui, mais on ne voit rien venir. Est-ce que vous avez entendu? Le FITEB, c'était aussi un label béninois, dans une certaine mesure, avec chaque édition des spectacles organisés, qui mettait... Même dans toutes les villes. Hein, voilà. Donc, qui permettait de mettre en valeur les acteurs du théâtre béninois. Depuis que c'est remplacé par un centre. Est-ce que le centre, vous avez entendu parler de ça? Ne serait-ce qu'une conférence de presse pour nous dire ce qu'ils font jusque-là, ce qu'ils ont pu faire. On me dira, oui, on est en train de cuisiner, que ça finira par sortir. Attendons de voir. De toute façon, pour moi, c'est tout le respect et mes hommages à tous ces acteurs.
qui, comme Vents et Marées, continue de donner de la voix. Quand on parle de théâtre, il y a le théâtre classique, il y a le théâtre populaire. Le théâtre populaire, c'est ce que nous voyons avec les Pipi Wabaro, les femmes mouillées et autres là pour faire rire dans une certaine mesure. Qui s'assimile à la comédie. Oui, voilà, qui s'assimile à le théâtre populaire et puis le théâtre classique qui répond à des exigences précises dans une certaine mesure. Alors bravo à tous ces acteurs qui, contre Vents et Marées, sans grands moyens, continuent de nous égayer. Fidèle Anator, vous avez parlé de lui, on lui fait un clin d'œil, il doit être quelque part à, vous savez, là où il habite, à Gomé. À Gomé. À Gomé. Oui, c'est l'initiateur de Adjoukoui. On fait un clin d'œil. Je crois qu'ils ont même lancé ces activités il y a quelques jours. Oui, je crois. Et Adrien Djomakou, j'espère que ça va chez vous. On ne peut pas parler du théâtre sans parler de l'ensemble artistique et culturel du Bénin. Le HEE à l'université quand même, qui est une école de théâtre, je ne sais plus comment les choses continuent là-bas ou fonctionnent là-bas. Pourquoi pas? On va dépêcher une caméra là-bas pour voir ce que devient la formation. Puisque la grande partie de ceux qui sont acteurs aujourd'hui, on ne sait pas là. Bien sûr. Adrien Djomakou, le théâtre, ça vous dit? Oui, Maurice Agua, il faut dire que d'abord, je rends un vibrant hommage à tous ces artistes qui aiment exceller dans le théâtre béninois. Et il faut dire qu'au Bénin, nous ne pouvons jamais oublier le centre, que je dirais, du théâtre de l'université d'Abomey Calavi. Oui, le centre artistique et culturel du Bénin. Les étudiants. Ensemble artistique et culturel. Je voudrais aussi, pas pour le faire de la publicité, mais rendre aussi hommage à tous ceux-là qui ont pris part à l'ISMA, parce qu'à l'ISMA, il y a un centre de production qui permet à ceux-là qui aiment le théâtre de beaucoup s'en sortir. Ils font la promotion du théâtre aussi. Oui, tout à fait. Parce que vous savez, il faut une formation digne du nom. Il faut une formation digne du nom pour aboutir. Oui, le FIDEB n'existe plus. Le FIDEB a été remplacé par le Centre national des arts et cultures du Bénin. C'est le nom qui a été donné, je pense. Centre national du théâtre. Et le constat est amer, et Roland l'a dit tout à l'heure, ce centre ne parle pas. Vous savez, la bouche qui mange ne parle pas. Ah bon? Oui, on vous a dit que le centre hommage au centre... Combien de fois le Centre national du théâtre qui remplace désormais FITEB a donné conférence de presse? Combien de fois ce centre a donné de la voix pour réclamer telle chose ou telle chose au ministre de la Culture? D'abord, allez prendre connaissance du budget dont bénéficie ce centre. Je ne vais pas dire c'est 3 fois, 5 fois, 10 fois le budget du FITEB, mais essayez d'aller voir. Il faut enquêter. C'est une façon de demander aux dirigeants du centre de se réveiller et qu'on veut sentir. C'est-à-dire, les dirigeants du centre sont là pour justifier seulement ce qu'on a mis à leur disposition en matière de manne financière et non pour travailler. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne dirais pas que ça constitue du nid de corruption. Ce qui se passe là-bas, on ne va pas beaucoup détailler ça ici. Vous savez, c'est malheureux que ce centre existe. Pour nous, au départ, quand le FITEB est devenu Centre national du théâtre, on s'est dit que beaucoup de choses vont changer, mais nous avons compris que c'est maintenant que le théâtre est en train d'immerger. De mourir, vous voulez dire? De mourir complètement. D'immerger, en fait. Oui. C'est ça, hein? D'immerger. D'immerger. Le théâtre béninois immerge et non émerge. C'est malheureux. C'est l'occasion pour moi d'inviter le ministre de la Culture à auditer ce centre. Que le ministre de la Culture se réveille, même si c'est un réveil tardif, pour savoir ce qui se passe effectivement dans ce centre. C'est vrai que le ministre de la Culture fait beaucoup pour la République, il fait beaucoup pour les acteurs culturels. Une chose est de mettre les moyens à la disposition de ce centre. L'autre chose est de savoir comment ces sous sont gérés, ces millions sont gérés, parce que c'est un fonds collectif. C'est le contribuable béninois qui a mis ainsi ces sous à la disposition de ce centre. Donc, il faut que le centre nous montre de quoi il est capable. Il faut que le centre démontre à toute la communauté béninoise qu'effectivement, FITEB existe toujours sous une autre forme. Et que les choses bougent. Parce qu'il y a des jeunes talentueux
il y a des jeunes qui veulent qu'on les tourne, il faut qu'on leur fasse une production pour montrer, parce que ce n'est pas seulement les Tupi Wobaro que nous allons voir, hein, ça c'est du théâtre populaire, mais ceux qui sont allés à l'école, ceux qui sont formés dans des centres. Il y a des tests théâtraux. Oui, c'est des pages. C'est ça j'appelle le théâtre. C'est par exemple la secrétaire particulière. Oui, c'est le théâtre classique en fait. Théâtre classique. Ceux qui sont formés, il leur faut un peu de moyens pour que nous puissions connaître leur talent, pour que leur talent soit révélé à l'international. C'est de ça qu'il est question. Je pense que si Patrice Talon a opté pour la création de ce centre, c'est pour que nous voyions autrement le théâtre béninois. Mais malheureusement, on constate de jour en jour que le théâtre est en train d'immerger. Je voudrais demander aux responsables de ce centre de monter au créneau par moment. Et c'est le gouvernement qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Je crois que il faut qu'on sache. Je crois que ceux qui sont à la tête de ce centre ne sont pas censés monter au créneau pour dire ne sais quoi que ce soit. Ils ont été mis là par des gens. Et donc, s'ils ont des choses à demander, je suis sûr que ça va se faire dans la discrétion totale. Puisque ce n'est pas un syndicat, ce n'est pas une association d'acteurs du théâtre. Et donc, ça ne peut pas se passer dans la discrétion, ce n'est pas un centre écran. Non, attendez. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas comme des sociétés écrans. L'administration répond à des exigences. S'ils ont besoin de quelque chose, alors que c'est le gouvernement qui a créé, ils écrivent au ministre et vous n'êtes pas censé avoir le contenu de la lettre. Par contre, si c'était une association formellement constituée des acteurs du théâtre qui constatent que ce centre ne fonctionne pas pour leur bien, eux, ils peuvent officiellement interpeller le ministre de tutelle et écrire. Et là, nous serons informés. Tout à fait. Bon, aussi longtemps que aussi les acteurs du théâtre aussi vont rester silencieux, nous allons en parler. Mais tant que les vrais acteurs ne vont pas donner de la voix, ça ne donnera rien. Puisque vous en parliez, je vais alors décliner quelques missions. Par exemple, du centre. Le centre a pour mission, par exemple, est chargé de la création, la production et la diffusion du théâtre. Le centre est chargé de la gestion des festivals de théâtre du Bénin et de la promotion des représentations théâtrales ainsi que des manifestations artistiques qu'on ait en collaboration en matière logistique avec l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles à Nesmo, c'est ça. Et puis du renforcement des capacités et de l'encadrement des acteurs culturels dans le domaine du théâtre. Tout ça, c'est la mission du centre, de l'identification de toutes les manifestations et activités théâtrales, de la promotion des arts, du théâtre par toutes voies utiles, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, vous savez, une chose est de fixer ou de mettre les missions d'un centre, une chose est de donner les moyens. Allez vérifier peut-être que ceux qui sont à la tête de ce centre n'ont pas les moyens. C'est pour ça que moi, je veux bien que les acteurs de ce centre-là, les responsables de ce centre donnent de la voix, pas une conférence de presse pour expliquer aux acteurs des médias, professionnels des médias, comment est-ce que le centre fonctionne. Depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est en cela que je dis toujours au cadre béninois. Parce que quand on vous met là, qu'on vous donne des missions comme ça, et que vous avez en face de vous des acteurs que vous devez accompagner, que vous n'avez pas les moyens, à un moment donné, déposez le tablier. Montrez clairement que ça ne va pas. Et qu'on sache que quelque chose ne va pas. Parce que quand vous gardez le silence à un moment donné, les acteurs vous demanderont à vous des comptes. Et c'est pour ça que moi, je vais peut-être au bénéfice du doute, je donne une certaine image de confiance à ces acteurs, c'est l'ensemble du centre-là. J'attends peut-être que d'ici demain ou après-demain, étant donné que c'est la journée internationale du théâtre aujourd'hui, c'est une occasion de tout trouver pour eux. On est mercredi, ils ont peut-être jusqu'au vendredi, avant la fin de cette semaine, pour donner de la voix avec une conférence de presse pour dire, oui, le centre a été créé, nous sommes mis là, nous avons les moyens, mais il se fait que nous avons des écueils dans la mise en œuvre de notre programme, dans une certaine mesure. Là, on les comprendra. Je suis sûr que s'ils ne le font pas d'ici vendredi, lundi, maintenant, les professeurs des médias qui nous suivent aussi, nos confrères, doivent maintenant commencer par donner de la voix pour que les acteurs du théâtre béninois soient mis en valeur, parce qu'on parle de production. La production, oui, puisque aujourd'hui, vous savez, l'absence d'appui fait que nous avons beaucoup de jeunes qui sont obligés de devenir des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, qui se font de l'argent. Mais si en réalité, ils ont un appui en amont, les productions peuvent être de qualité. C'est ça. Mieux que ce que nous voyons. Ils font assez d'efforts, ces jeunes, mais on peut avoir des productions de qualité également
Et ça va aussi rehausser l'image du Bénin au plan international. Mais l'absence d'appui aussi fait que les gens se permettent de mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Après, ailleurs dans d'autres pays, quand vous allez à Bénin, mais c'est d'où ça, on vous dit c'est du Bénin, et puis ça énerve. Donc moi, je crois que, attendons de voir, si éventuellement les responsables de ce centre ne réagissent pas, nous pouvons aussi mener des investigations pour savoir combien, parce que dans le budget du ministère des Finances et de la Culture, pardon, il y a un quota qui est réservé à ce centre-là. Donc le budget là, depuis 2021, quand ils ont reçu les budgets, qu'en ont-ils fait? Parce qu'on parle de l'organisation de festivals, là. Combien de festivals nous avons eu en 2021, 2022, 2023 et en 2024? Adrien Tchouamakou, la police républicaine... Bien avant ça, c'est très important. La mission première de ce centre, c'est la production. Ce centre, depuis 2021, a produit combien de pièces théâtrales, a produit combien d'artistes acteurs du théâtre. Acteurs du théâtre. C'est de ça que la question. Nous avons semblé voir un peu la participation de ce centre à l'occasion de Vodou Day, comment vous appelez ça, à Ouida. Maintenant, il y a eu assez d'occasions. Au moment où de la restitution des biens pillés par la France coloniale, il y a aussi des tableaux. On a aussi vu quelques tableaux, on a vu des tableaux, on a vu certaines de ces actions. Mais ce n'est pas encore ça. Quel bilan a été fait? On va patienter à nous voulons voir, nous voulons comprendre pour que les responsables de ce centre puissent, à l'occasion peut-être de cette journée, monter au créneau et nous dire ce qui se fait. On va revenir maintenant dans les colonnes du quotidien Le Potentiel, par exemple, pour parler de ce titre, la police républicaine, les pénalités de Fourier désormais payées au trésor public. Et puis le journal dit un gros filon de bouffe qui est fermé à Tchouamakou. Bon, un gros filon de bouffe, je ne pense pas, mais ce qui est sûr, ce qui est formel, c'est qu'aujourd'hui, et la décision est tombée, les frais de Fourier seront désormais payés au trésor public. Mais ce ne serait pas sans conséquence, parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Les frais de Fourier, en réalité, permettent d'une manière ou d'une autre de faire fonctionner le commissariat. Nous sommes tous d'accord que les commissariats sont dépourvus de moyens, que les commissaires n'ont pas le minimum de ressources pour faire tourner leur unité. Et par moment, il faut se rabattre sur ces frais de Fourier pour pouvoir prendre du carburant, pour pouvoir aller réparer le moteur du véhicule, aller faire ci, aller faire ça, aller même investiguer. C'est vrai qu'il y a des dotations de façon ponctuelle pour le carburant, pour le fonctionnement des unités, mais ça ne suffit pas et c'est insignifiant. Le gouvernement même est conscient de ça. Aujourd'hui, faites un tour dans des unités de police, vous ne verrez pas pratiquement de véhicules de police en fonction, de véhicules de police en bon état. Écoutez, ils ont changé les véhicules bien tout récemment. Ce n'est pas dans toutes les unités. Ça ne peut pas suffire. C'est un appui de l'Union européenne. Oui. Vous dites? Nous avons toujours dénoncé, mais apprécions au moins déjà ce qui est fait d'abord. Ce qui est fait, c'est un appui des partenaires internationaux. Et c'est parce que le gouvernement a demandé. Oui, tout à fait. Voilà. Il faut que nous ayons plus de dotations de moyens de déplacement, de moyens de transport dans les unités de police. Ce qui est aujourd'hui sur tapis, c'est qu'on est en train, d'une manière ou d'une autre, d'empêcher les chefs d'unité de jouir, je dirais, des frais de gardiennage. Parce qu'en réalité, les frais de Fourier, c'est les frais de gardiennage. Que disent les tests? Les tests disent que quand on arrête votre véhicule ou votre moto qui est gardé dans une unité, vous avez 3 jours pour pouvoir aller retirer, enlever la moto enlever. Ou le véhicule. Après ces 3 jours, c'est qu'on va commencer par vous compter les frais de gardiennage, qu'on appelle frais de Fourier. Et ces frais de Fourier sont payés depuis des années au commissariat. Et c'est parce que par moment... Et ça va quoi après? Tout dit? Ces frais servent à quoi après? Ces sous permettent de faire tourner l'unité. Aucun commissaire ne pourra vous dire... L'État ne doute pas les commissariats de... L'État doute les commissariats de combien? De subvention. De combien? Malgré tout ce qu'on dit là, combien l'État envoie dans chaque unité? Combien l'État envoie à la direction générale de la police? Et c'est reparti au niveau des directeurs départementaux. Pas trop cette Moi, je ne suis pas du tout, je ne suis pas pour cette décision qui consiste désormais à aller
Parce que ça permet aussi d'ouvrir une brèche pour la corruption ou le rançonnement routier, d'une manière ou d'une autre. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Des jeunes policiers, c'est vrai que c'est proscrit, on ne doit pas... Ils seront sanctionnés. Ils seront sanctionnés. Mais écoutez, on sait qu'ils seront sanctionnés, ils sont conscients de ce que si on les appréhende, ils seront sanctionnés. Mais avec cette décision, je suis sûr, et laissez-moi vous le dire, c'est que sur le terrain, des jeunes vont opérer. Très bien. Laurent, vous avez suivi. Les gens vont opérer parce qu'ils vont se dire qu'il vaut mieux que je prenne le minimum ici, qu'on aille tout reverser à l'État, ce qui n'est pas normal. Mais je pense que j'invite le directeur général de la police, même s'il a encore une semaine à faire, il faut qu'il revienne sur sa décision en attendant que le nouveau DG reprenne la gestion de l'administration policière. Merci Adrien Tchouamakou. Vous continuez toujours pas compter les jours et les minutes du directeur général de la police républicaine. Laurent, vous avez la parole. Il est pressé de voir Soumaïla Yaya à la retraite. Soumaïla Yaya, c'est un ami. Il sera admis à la retraite. Il sera admis à la retraite le 1er avril prochain. Vous savez qu'il y a toutefois, Patrice Talon peut le nommer en tant que civil. Il est général, mais il est civil. Il signe un contrat de 6 mois. C'est ce que disent les textes. Il peut signer un contrat de 6 mois. Vous savez très bien qu'il y a quelqu'un dans l'appareil qui est à la retraite depuis, mais qui encore continue de servir. Je ne vous apprends rien. Ils sont très nombreux. Si on a rappelé des gens, et qu'au niveau de la police, même si des gens sont allés à la retraite d'office, je pense que les gens sont en train de vouloir qu'on les rappelle dans beaucoup de choses. Par rapport à ces fonds qu'il faut reverser, à ces fonds de filière qu'il faut reverser au Trésor. Oui, Laurent. Cette manière de faire les choses et de vouloir à tout prix centraliser et dire que les frais de fourrière doivent être versés au trésor public, je ne comprends pas le bien fondé. Moi, je dis clairement que oui, c'est vrai qu'il y a des brebis galeuses dans toute corporation. Et donc, il y en a qui profitent de ces frais de fourrière pour rançonner ou bien pour poser des actes de corruption dans nos commissariats. Ça va être certainement que c'est vérifié. Et donc, on ne saurait tenir compte des brebis galeuses pour généraliser un fait. Parce que ces frais de fourrière, allez dans nos commissariats. Moi, je crois que parfois, les décisions sont prises au sommet de l'État sans pouvoir se rendre compte de la réalité du terrain. Il faut faire un tour au commissariat central d'Abomey-Calavi. Allez voir les conditions dans lesquelles ces messieurs et dames travaillent. Parfois, pour carburation, même pour aller chercher un délinquant ou aller traquer les gens pour faire la ronde, que vous appelez ça, comment vous appelez, la patrouille dans une certaine mesure. Les subventions suffisent-elles? Posons les vraies questions. C'est vrai qu'il a Adrien Tchouamakou en parle. Est-ce que les subventions suffisent réellement? Les frais de fourrière, ce qui est allé interpeller, c'est les agents de police. Qui a trimballé pour amener les motos là? C'est les agents de police. Qui assure la sécurité de ces motos là? C'est les agents de police. L'agent qui va au trésor là, la compensation du service rendu là, on me dira qu'ils ont un salaire. Au-delà du salaire, le fonctionnement du commissariat, est-ce que les subventions peuvent couvrir toutes les charges de nos commissariats? Autant de motos dans nos commissariats, autant de voitures accidentées. Dans une certaine mesure, moi je pense que ces fonds, on aurait pu continuer à les laisser au commissariat pour que ça constitue des fonds de roulement, de gestion de nos commissariats. Quand on fait ça, mais si vous faites ça, moi je dis une chose, si vous faites ça, augmentez la subvention. Il faut que la subvention qui sera envoyée pour ce mois, ou bien ce mois, on est le mois d'avril, que ce soit doublé. Que ce soit doublé. Vous ne voulez pas augmenter les subventions. Et c'est vous qui voulez couper tout. Oui, les rançonnements, nous sommes contre. Mais les frais de fourrière doivent constituer des fonds de caisse de nos commissariats pour permettre aux commissariats de tourner. Quand il y a des problèmes dans les commissariats, qui doit les régler? Ce sont les policiers, les commissaires qui doivent régler. Maintenant, ces fonds-là qui peuvent leur permettre de couvrir une certaine charge dans une certaine mesure, ils peuvent, s'ils veulent, d'ailleurs même pour les fonds de fourrière là. En réalité, c'est tracé. Parce que quand vous payez, c'est noté. C'est noté. Et on sait combien rentre. Ce n'est pas que vous allez comme ça, maintenant vous avez votre moto qui a fait 2 jours, vous payez l'argent, mais vous prenez votre moto. Vous passez à la comptabilité. Vous passez à la comptabilité. Vous payez et vous avez un reçu qui montre que vous avez payé. Donc, on peut, dans une certaine mesure, essayer de fouiller, voir la gestion de ces
de ces sous-là. Et maintenant, s'il y a des indélicats, qu'on leur fasse subir les rigueurs de la loi. Mais dire tout de go qu'ils vont envoyer au trésor. Si les commissariats ont besoin d'argent, ils vont commencer par faire formalité. Des lettres en un point fini. Demander au ministre, d'abord au directeur, le commissaire va demander au directeur départemental, le directeur départemental va écrire au ministre va écrire maintenant au ministre des Finances, et après le ministre des Finances va donner, en tout cas, l'autorisation, et le trésor. C'est toute une formalité. Moi, je pense que il ne faut pas, cette manière de montrer que oui, on veut lutter contre la corruption, oui, lutter contre la corruption, mais il y a 1000 manières de lutter contre la corruption. Plutôt que, c'est à quoi que les gens ont besoin d'argent de l'autre côté, c'est pas bien. Je voudrais vous expliquer quelque chose qui est très très importante. Vous voyez, selon les tests, quand vous prenez les tests qui régissent les douaniers, pourquoi on dit que les douaniers sont riches, les douaniers sont riches? Il faut que je vous l'explique. Les tests disent quoi? Lorsque un douanier, par exemple, arrivait à interpeller une marchandise frauduleuse, il a des primes. Il a des primes, c'est-à-dire il y a des calculs qui se font. Quand on revend, par exemple, si l'État saisit, et c'est l'État qui doit revendre, ou bien, c'est-à-dire, toute activité menée par un policier, lorsqu'il s'agit d'une interpellation... D'un douanier, vous étiez en train de dire, c'est ça? Non? Oui, oui, d'un douanier. Le douanier a toujours un pourcentage, il y a toujours un taux. Vous voyez un peu ce que je dis? Et, c'est-à-dire, le douanier n'a pas besoin de frauder, parce qu'il a de ristournes sur tout, et c'est officiel. C'est les tests qui le disent. Et c'est ça d'ailleurs qui amène tout douanier, quand vous remenez une contravention, l'officier qui a mené l'opération ou l'agent qui a mené l'opération écrit toujours son nom en bas. Que ce soit au niveau de la police, des eaux et forêts, au niveau des douaniers, au niveau de tous les corps paramilitaires. Qu'est-ce que vous voulez dire ça par veut là? dire quoi? Ça veut dire que en quoi c'est en lien avec c'est la en police? lien avec la police, d'autant plus que regarde comment les policiers souffrent. Un policier qui arrive à interpeller quelqu'un, une moto, à raisonner une marchandise. On ramène, bien qu'il n'y a pas de moyens, il faut tout possible pour ramener cette marchandise dans leur unité. Vous voyez un peu ce que je dis? L'élément qui a fait ça, en principe, il doit être récompensé. Mais il n'est pas récompensé. Et la récompense, c'était quoi? C'est que si les marchandises ou la moto, le véhicule reste là pendant un temps, le monsieur qui viendrait régulariser sa situation et payer à la caisse officiellement, dans les normes, cet argent doit avoir un pourcentage de ce qui est payé. Mais ce qui n'a jamais été le cas. Je pense que si nous allons sur ce Je vais plus loin. Non, je vais plus loin. Normalement, ce qui est payé dans la caisse au niveau, pourquoi on a doté toutes les unités du commissariat des comptables? Il n'y a pas cette unité de commissariat sans comptable. C'est parce qu'on sait qu'il y a un registre qu'il faut tenir. Et c'est le comptable qui est habilité à délivrer des reçus. Donc, il y a la traçabilité. Si on veut du contrôle, on peut contrôler ça à tout moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élément travaille pour son unité. Ça permet, cette action salutaire posée par l'élément en procédant à une interpellation, permet, qui n'est pas, bon, qui est légal, hein, c'est légal, oui. permet d'une manière ou d'une autre de faire vivre autrement l'unité de police. Mais maintenant, on nous dit que les sous qu'on doit payer pour faire vivre l'unité, on doit aller verser ça dans la caisse de l'État au trésor public. Le trésor public, l'argent qu'on verse là-bas, ce n'est pas, aucun commissariat n'a pas de compte, n'a de compte du moins, aucun commissariat n'a de compte au trésor public. C'est la direction générale de la police qui a de compte au trésor public. C'est du sacré. Disons la vérité. Écoutez, donc directement, ça ira dans le compte. Ça va directement dans le compte de la direction générale. Quel retour et quand, à quel moment? C'est difficile de récupérer de l'argent quand vous versez au trésor public. C'est pourquoi je dis en réalité, en fait, je revenais sur la proposition de Adrien Tchouakou pour dire que si on dit qu'il faut payer des primes aux policiers, les gens vont dire ah non, ils ont un salaire, ils ont des primes déjà. C'est pourquoi je ne voulais pas le suivre. Je préfère carrément qu'on dise les choses clairement pour dire
Ces fonds-là permettent au commissaire de tourner les commissariats en faisant face à certaines charges sans pouvoir faire recours à l'État central, à la direction générale de la police républicaine. Et il y a des comptables, comme je l'ai dit, il y a des gens, ils peuvent vérifier la traçabilité de la gestion de ces fonds, plutôt que de dire qu'il faut verser parce que un individu, un cuidamé allait se plaindre pour dire que les fonds fourrières sont mal gérés et puis finalement on prend une décision sur un coup de tête pour dire qu'il faut verser au trésor public. Ça ne répond à rien. Moi je pense que le problème, la solution est mal trouvée. La solution est mal trouvée et l'autre solution qu'on pourrait peut-être trouver, c'est par rapport à ce titre du quotidien Les 4 vérités, faible taux de participation aux élections et nouveau code électoral au Bénin. Que proposent des acteurs politiques pour ramener les Béninois nombreux aux urnes en 2026? Et si l'on sait, Laurent Roland-Tonné, Adrien Tchomakou, que par le passé, depuis 2019, on a constaté quand même que le taux d'électeurs a chuté sérieusement, alors que les élections étaient des moments de fête au Bénin. Comment donc faire pour augmenter désormais le taux de participation? Est-ce que vous avez des propositions? Moi, je crois que sincèrement, le problème se pose à tous les niveaux. Au niveau des acteurs de l'opposition, de la mouvance. La mouvance qui, certainement, du fait de la gouvernance du système en place, peut-être a déçu certains électeurs qui ont carrément décidé de ne pas aller aux urnes. Et notamment le moment fatidique où ce choc est venu au niveau entre les électeurs béninois et l'exécutif, c'est les élections de 2019 où il y avait une élection exclusive dans une certaine mesure. Et les gens n'ont pas senti l'envie d'aller aux urnes parce qu'ils n'ont pas vu les autres formations de l'opposition compétir au même titre que les formations de la mouvance. Et puis après ça, nous avons eu 2020, 2021, 2023 également. Et vous allez constater que le taux de participation n'est pas pour autant élevé. D'ailleurs, pour janvier 2023, on a pu avoir un taux de participation de 37%. Et donc ça donne matière à réflexion pour dire fondamentalement quel est le problème. Le problème, c'est que les acteurs qui sont au pouvoir revoient leur mode de gouvernance dans une certaine mesure. Ça peut encourager d'autres citoyens à sortir pour aller voter. Mais également, les opposants qui doivent pouvoir savoir quel discours tenir devant les populations. Et je le dis, je le redis, c'est-à-dire en 2023, nous avons plus de 6 000 inscrits pour les urnes, mais malheureusement, c'est seulement 2 millions et quelques qui sont allés, 2 millions 500 et quelques qui sont allés aux urnes. Et donc, il y a un gap de 3 millions, pratiquement 4 millions, qui ne s'étaient pas rendus aux urnes. Et donc, il y a ce problème qu'il faut régler. Et puis après ça, de 2013 à 23, pendant 2026, on aura les néo-votants, ceux qui ont 16 ans, avaient 16 ans en 2023, 15 ans en 2023, 17 ans en 2023. Ceux-là auront respectivement 18 ans, 19 ans et 20 ans en 2026. Et c'est les néo-votants qu'il faut aller aussi convaincre. Alors, qu'est-ce que nous avons comme discours aujourd'hui pour convaincre les jeunes? Parce que c'est de ça que c'est les jeunes en réalité, qui auront certainement le bac, fraîchement le bac, qui seront peut-être en première année d'université, deuxième année d'université. Qu'est-ce que nous proposons dans nos projets de société? Qu'est-ce que nous proposons dans nos discours? Est-ce que le discours constitue toujours à plein d'endroits tout ce que les autres ont fait et à attaquer les autres en allant même toucher leur dignité? Non. Il faut maintenant, à ces jeunes peut-être qui seront peut-être en première année d'université, deuxième année d'université, qui auront fraîchement le bac, proposer une alternative assez crédible pour dire oui, dès que vous êtes à l'université maintenant, la bourse est à tel niveau, à tel montant, quand vous aurez votre licence, automatiquement l'État vous prend. Autant de discours qui pourraient accrocher et convaincre les gens. Autrement, nous irons en 2026, le taux de participation sera encore faible. Bon, non, moi je pense quand même que le journal, comment il s'appelle, Les 4 vérités, la préoccupation du journal Les 4 vérités a été déjà résolue en partie par le nouveau code électoral. Comment? Ah oui, le nouveau code électoral. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se leurre. Si en 2026, Patrice Talon est candidat au poste de vice-président et que Boni Yahi aussi candidat, écoute, ce n'est pas possible. Le code c'est dit, c'est le code qui a interdit. Oui. Et je dis que le problème a été résolu en partie par le code électoral. C'est-à-dire en interdisant ça là, par exemple, du fait que Patrice Talon ne peut plus être candidat au poste de vice-président, ainsi que Boni Yahi au poste de vice-président, les Béninois vont se lever très nombreux comme un seul homme pour aller porter leur candidature sur leur candidat. Sur le choix, porter le choix.
C'est de ça qu'il est question. Parce que le problème, c'est quoi? Disons la vérité. Avec ce qui se passe entre ces deux acteurs politiques, des Béninois sont fatigués. Des gens ne veulent plus entendre ou voir Patrice Talon, candidat, Boni Yayi, candidat. Et ce code qui a, depuis qui a 2019, assez Boni Yayi n'a d'innovation... jamais été candidat depuis 2019. Est-ce que les jours n'avancent pas? Ce qui est passé est passé. Oui, mais Je en fait, dis, quand vous dites que c'est c'est le Boni Yayi futur. Talon, parce que Boni Yayi, depuis 2019, n'est pas candidat. Ce qui s'est passé entre Boni Yayi et Patrice Talon, vous avez suivi un peu, non? On nous parle d'élections exclusives et que c'est Patrice Talon qui ne veut pas que les gens de Boni Yayi aillent aux élections législatives et qu'on sort. C'est ça. Maintenant, les Béninois ont compris qu'avec ce code qui a assez d'innovation, ce code interdit à ces deux chefs d'État d'aller à l'élection. Très bien. Premier point. Secondo, il y a le taux de participation de 20% qui doit amener chaque parti politique, chaque acteur politique qui souhaite se retrouver à l'Assemblée nationale d'aller travailler fortement dans sa circonscription électorale. Vous voyez un peu ce que je dis? Djogbenou, qui difficilement tirait son épingle du jeu à Cotonou, s'il doit être encore candidat pour l'élection législative de 2026, c'est que Djogbenou doit commencer par travailler maintenant, dès à présent, à Cotonou. C'est de ça qu'il est question. Vous allez constater qu'en 2029, il y aura assez de monde. Le taux de participation en 2026, le taux de participation sera fortement élevé. Moi, je suis convaincu de cela. C'est ce qu'on souhaite. Moi, je suis convaincu de ce qu'avec ce code qui a assez d'innovation... Laurent passe pour le Oui, laisse-moi. Pour trouver les 20%, par circonscription électorale, c'est vrai, on nous a parlé d'accord de gouvernance, mais il faut que les acteurs politiques aillent travailler sur le terrain, aillent convaincre leurs électeurs, les amener à participer. Parce que si vous ne participez pas, vous ne pouvez pas aller porter votre choix sur votre candidat. Donc, le problème, c'est que pour les élections législatives et communales, on aura un taux de participation élevé. Mais pour la présidentielle, ce n'est pas évident. Comment? Je vous explique que... Éric Hounete sera où? Attendez, je dis... Attendez à la dernière. Pour les législatives et les communales, le taux de participation sera élevé. D'ailleurs, quand vous regardez le taux de participation en 2020 comparé à 2023, comparé à 2019, vous allez constater que, parce que c'est des élections de proximité, d'accord? Le candidat de l'arrondissement, il y a plusieurs candidats au niveau de chaque arrondissement. Donc les gens se sentent concernés pour aller voter pour les leurs. Et c'est pareil pour les législatives, même si ce n'est pas à grande échelle comme les élections communales. Mais pour les élections présidentielles, reconnaissez que là, maintenant, on n'aura que pratiquement 3 candidatures. Est-ce que dans cette situation, les Béninois auront véritablement envie d'aller porter leur choix sur les candidats alors qu'ils n'ont pas... Parce qu'en réalité, l'une des présidentielles, ça devrait être au moins une multitude de choix, au moins 5-6 candidats, pour permettre aux gens d'aller porter leur choix. Mais là, avec ce code que vous encensez de tout, en tout cas avec tous les mots possibles, le meilleur code dans certaines mesures, je pense sincèrement qu'avec ce code-là, on veut imposer des candidatures au peuple. C'est-à-dire, les partis au pouvoir n'ont droit qu'à une candidature ou 2 candidatures, deux dieux de candidature, et le parti de l'opposition n'aura droit qu'à un seul dieu de candidature. Et dans ce cas, c'est-à-dire, à un moment donné, les gens vont se dire, mais écoutez, ceux-là ne me disent rien, pourquoi je vais sortir pour aller voter? On va constater la même situation de 2021, malheureusement. Donc maintenant, c'est pour ça que je dis que ça dépendra du discours aussi de l'opposition et de la mouvance. La mouvance, vous parlez bien de Djogbenou, d'accord? Djogbenou a un passif qui n'est pas en réalité les actions à mener sur le terrain. Mais c'est un passif qui le suit, notamment en ce qui concerne le fait qu'il a été ministre de la Justice, président de la Cour constitutionnelle. Ça le suit. Que pourra-t-il faire pour enlever de la tête des Béninois cette image qu'on a sur sa personne? C'est à lui de revoir son discours. Et c'est pourquoi j'insiste sur le discours. C'est très important. Le discours, il faut un discours conciliateur, un discours apaisant et rassurant, un discours de vision. Autrement, le taux de participation pour la présidentielle 2026 peut aussi être faible. Tu vas courir les 8h55 minutes. Je pense qu'on va clôturer le débat. Vous pensez le contraire, mais vous l'avez déjà dit.
C'est pourquoi il a réagi pour dire le contraire. Donc, ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine de revenir encore pour dire les mêmes choses. Non, je ne dirais pas Je pense que vous avez fait vos analyses et il est allé compte pour montrer que ce que vous dites n'est pas forcément justifiable, mais je ne sais pas ce que vous voulez compléter. Ce que je veux compléter, pas plus de 30 secondes. C'est beaucoup même. La réforme du système partisan, pour moi, avoir même 3 candidats pour la présidentielle, c'est déjà beaucoup. On doit avoir un candidat à gauche et un candidat à droite. Faites du Bénin ce que vous voulez. Ce n'est pas faire du Bénin ce qu'on veut. Nous avons opté pour ça. Les députés qui nous représentaient à l'Assemblée nationale ont voté cette loi. Alors, je pense que là où nous sommes à une porte de non-retour et qu'on ne peut plus faire marche arrière. Même si nous allons mettre nos têtes contre les murs, il faut qu'on évolue. Vous voyez, réforme du système partisan, code électoral, tout ce qu'on chante, on a dit par exemple que le code électoral va empêcher la transhumance politique. Vous avez vu qu'il y a 108 élus conseillers qui ont déjà démissionné. Et on refuse de leur permettre de démissionner. Pour vous dire quoi? Quand je disais que ce code-là n'empêche pas la transhumance, les gens pensaient que je disais n'importe quoi. Ça commence. C'est-à-dire, on a mis le code pour encadrer les élus, d'accord. Mais ça n'empêche pas la transhumance. Et ça n'empêchera pas la transhumance. Les gens vont démissionner du BR pour aller à UP, BR, Moël, Bénin, je sais quoi. Ça va continuer. La loi portant code électoral amener les acteurs, les députés à l'Assemblée nationale, politiques à l'école du militantisme politique et de la conviction politique. Aussi longtemps vous n'avez pas ce code-là, les gens, vous allez encadrer les élus qui n'ont pas le choix d'aller ailleurs pour parrainer, même un candidat indépendant. Ils ont fait le choix. Qui n'ont pas le choix, de parrainer même un candidat qui est bon. Parce que le problème, c'est que quand nous avons, vous dites, moi, nous sommes sur un plateau, il se peut que demain, en 2025, que vous ayez une bonne vision pour le Bénin. On vous connaît, vous avez été journaliste, vous avez fait vos preuves. Mais si vous avez un bon projet de société, et que avec votre projet de société, vous êtes candidat, que l'UP présente un candidat, et devant lequel votre projet de société est meilleur que les leurs dans une certaine mesure, le peuple peut porter son choix sur vous. Et c'est de ça qu'il est question. Donc ça veut dire qu'en réalité, on peut permettre aux élus d'aller vous parrainer dans une certaine mesure, parce que tout le monde à l'unanimité comprend qu'Adrien Tchoumakou a un bon projet de société qui sort le Bénin de l'ornière. Pourquoi est-ce que maintenant on encadre? Moi je ne suis pas contre, parce que c'est les acteurs politiques qui mettent en place leur stratégie. Mais c'est qu'ils cessent de dire que ça empêche la transhumance politique. Ça ne va pas régler le problème. Nous avons un code électoral qu'on peut modifier à tout moment. On peut modifier le code qui vient d'être validé et promulgué par le chef de l'État, même à 6 mois des élections générales. Donc tout est encore possible. Il y a des gens qui ont la transhumance dans leur gène. Donc, on ne peut pas empêcher des gens de faire la transhumance. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est sur ces mots que nous allons... que ce n'est pas un code qui empêche la transhumance. Ce n'est pas un code. C'est dans leur gène, la transhumance. Hein? Donc, la prostitution politique, je pense quand même qu'avec ce code, les députés de l'Assemblée nationale sont en train de réduire la prostitution politique, la transhumance politique. Vous allez voir qu'après tout ce que vous voulez. Vous allez voir qu'après 2026, ceux qui ne seront pas réélus députés seront les premiers à faire la transhumance. Donc, ceux qui sont en train de bavarder là pour dire que le code empêche là. Attendez 2026, hein. Ceux qui parmi eux ne seront pas réélus seront les premiers à faire la transhumance. Vous allez comprendre. Merci, Adrien Tchoumakou. Merci.